Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste podcast. Aujourd'hui, on est avec Roxane. Allô, Roxane? Allô? Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler un petit peu de la réalité militaire, de ce que ça l'englobe, autant les familles, les détresses, la détresse psychologique que ça engendre. Puis aussi, en fait, on t'a vu à partir d'une conférence que tu as donnée qui était super intéressante, puisque, ben, c'est un petit peu, je veux, ben, je veux pas dire expertise, là, mais c'est dans quoi tu baignes, c'est dans quoi tu as des compétences, en fait. Fait que je sais pas si tu peux introduire un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu t'es rendu à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis te spécialiser un peu plus là-dedans. Certainement, mais merci de me recevoir aujourd'hui après cette conférence-là là, que j'ai fait là, l'année dernière déjà. L'année Oui, dernière, ça va oui. vite. Moi, je m'appelle Roxane Tousignan-Grenier, je suis travailleuse sociale professionnelle. Je suis dans le domaine du travail social depuis 14 ans, travailleuse sociale professionnelle depuis 2 ans. Avant, j'étais intervenante sociale. Puis la majeure partie de ma pratique a gravité autour de la communauté militaire, les vétérans et leurs familles. Donc, ça fait 8 ans que je travaille pour cette communauté-là. J'ai travaillé principalement dans le milieu communautaire. J'ai travaillé dans un centre de prévention du suicide là, en début de carrière. Oh, Par la nice! suite, fait que j'ai fait la ligne d'écoute 24/7. Dans le temps qu'il n'y avait pas le chat, Ouais, ouais, suicide.ca et ouais. tout ça. Fait que j'ai fait ça en tout début. Par la suite, je me suis dirigée vers les troubles alimentaires. Je suis allée aussi au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier à Québec. Là, j'ai passé 6 ans là avec les familles des militaires, les vétérans et les militaires. Puis dans les dernières années, là, j'ai gravité autour des services d'anciens combattants Canada et là, je suis en pratique privée chez CAP, Services psychologiques à Québec. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui sont dans ce milieu-là de militaires ou c'est vraiment un intérêt que tu as eu tout bonnement là, en explorant? C'est sûr que maintenant, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants qui sont dans la communauté militaire par toutes mes années de pratique auprès d'eux. Pas nécessairement spécifique au niveau militaire, mais j'ai toujours eu de l'intérêt pour la santé mentale masculine. OK. Ça a toujours OK. été un peu la clientèle qui m'attirait le plus. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de services adaptés, pas beaucoup de recherches. Donc, j'ai beaucoup été chercher de la formation. J'ai beaucoup lu là-dessus, puis j'ai beaucoup voulu travailler avec cette clientèle-là. Donc, quoi de mieux que la communauté Ouais, militaire ouais. pour ça? Fait que c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette clientèle-là. Puis, je suis tombée en amour avec la communauté. Puis, depuis, je ne l'ai pas quittée depuis 8 ans. Ouais. Oh. Prends-tu les femmes en suivi également ou seulement les hommes? Oui, Ouais. je prends vraiment là, enfants de militaires, conjointes militaires, anciens combattants aussi. C'est juste que j'ai commencé, moi, avec des conjointes de militaires principalement OK. dans ma pratique. Puis par la suite, j'ai côtoyé les autres membres de la communauté. Je sais pas pour toi, Amy, là, mais moi, j'aimerais ça que tu nous, pas décortiques, mais que tu nous expliques les différents termes parce que là, il y a militaire, il y a vétéran, il y a recrue.
Il y a, tu sais, tous Ouais. ces Il y a plusieurs termes-là choses. qu'on mélange, mais qui veulent pas vraiment dire la même chose, nécessairement, là. C'est une bonne question parce que même dans ma pratique, j'ai des gens qui appellent des militaires des anciens militaires et vice-versa. C'est toujours OK. mélangeant. C'est sûr qu'un membre militaire actif, c'est un membre qui est dans les forces, soit régulières ou réserve, qui est directement dans l'armée, qui est pas libéré. Un vétéran ou un ancien combattant, c'est un ancien militaire qui a soit quitté ses fonctions, libéré médical ou pris sa retraite, tout dépendamment du contexte. Donc ça, c'est très, très différent. Puis OK. c'est ce que les gens mélangent beaucoup. Ouais. Pour les autres termes de la poutine militaire, Ouais. là, il y a énormément de choses à décortiquer sur l'armée, mais principalement, c'est un peu de départir ça. Puis on a aussi des militaires en voie de libération ou des OK. militaires qui sont sur le PRAS, qui est un programme Mhm. long de retour au travail. Ou il y a beaucoup de programmes sur la base militaire OK. selon les besoins, mais principalement, c'est soit militaire Mhm. actif ou ancien combattant ou vétéran. En voie de libération, ça veut dire que c'est un militaire qui veut quitter ou c'est une recrue qui veut quitter? Ça peut être n'importe lequel ou est-ce qu'il peut être forcé à quitter, l'armée, mettons? Les militaires en voie de libération ont toutes sortes de contextes. C'est vraiment OK. du cas par cas. Donc, ça peut être des libérations médicales pour des conditions de santé physique ou OK. psychologique. Ça peut être une libération volontaire. Là, mon contrat termine, je veux quitter les forces pour X, Ouais. Y raison. Ouais. Finalement, j'ai envie de faire d'autres choses. Il y a toutes sortes de contextes, mais principalement, Mm. c'est des libérations médicales ou volontaires ou des départs à la retraite après 20 ans, 25 ans Ouais. de service dans les forces. Ben, c'est ce qui C'est-tu s'en une vient par la moyenne, suite. ça, environ 20-25 ans de service? C'est-tu comme une moyenne générale environ du moment qu'ils vont s'enrôler jusqu'à leur retraite? Je dirais pas nécessairement que c'est une moyenne, OK. mais c'est sûr que ce que moi j'ai observé, je suis pas au courant des statistiques Ouais. spécifiques, mais de ce que moi j'ai observé, c'est qu'on a beaucoup en ce moment de militaires qui sont en voie de libération ou des anciens combattants qui sont dans la cinquantaine, qui ont quand même servi une vingtaine d'années dans OK. les forces. Puis on a aussi des gens qui libèrent après 5, 6, 7 ans pour des conditions de santé physique ou psychologique, tout dépendamment, là, Ouais. ce qui fait en sorte que c'est très, très cas par cas, mais principalement ceux qui libèrent dernièrement ou qui ont libéré dans les dernières années que moi, j'ai côtoyé dans ma pratique, c'était beaucoup des gens qui avaient fait une Mhm. vingtaine d'années et plus. Là. Quand même. Puis les gens qui viennent te consulter, de ce que j'ai compris tantôt, sont référés par la base militaire ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent vraiment qui te contactent directement, pour recevoir tes services? Dans le fond, moi, dans ma pratique privée, maintenant, je suis fournisseur La Croix-Bleue avec la base militaire de Valcartier. Donc, eux, ils m'envoient des références psychosociales pour des suivis individuels avec des membres militaires actifs ou en voie de libération ou en arrêt de travail, peu importe le contexte. Pour ce qui est des anciens combattants, des vétérans, ben, ils peuvent me contacter directement OK. pour avoir des suivis. Je suis juste pas membre La Croix-Bleue pour les anciens combattants, qui est leur système de santé à eux, ce qui fait en sorte qu'ils doivent avoir une assurance privée à ce moment-là pour venir me Mm. voir. OK. Mais je peux avoir un peu toutes sortes de références d'un peu partout, puis des conjoints de militaires, des enfants de Ouais. militaires aussi. Là. OK. C'est Est-ce quoi les excusez. Non, vas-y. C'est quoi les motifs de consultation que quand les gens viennent te voir? Tu sais, c'est quoi les choses qui te nomment, mettons, vouloir comme te voir, puis qu'est-ce qu'ils veulent régler, mettons, à travers tes services? Je sais pas si c'est comme ça varie de chaque personne ou est-ce qu'il y a des thèmes récurrents, mettons? C'est sûr que ça peut varier. En ce moment, ce que je remarque beaucoup, c'est des gens qui viennent consulter pour des difficultés conjugales. J'ai des couples d'anciens combattants, de militaires Mm. qui peuvent faire des demandes de services. J'ai des conjoints de militaires aussi qui peuvent avoir des symptômes dépressifs, symptômes anxieux en lien avec la réalité militaire qui ont besoin d'en parler, besoin d'accompagnement dans un contexte où le membre militaire ou l'ancien combattant a soit un trouble de stress post-traumatique ou des enjeux au niveau de la santé psychologique puis qui veulent un peu savoir comment les Mhm. accompagner. Donc, ça peut être dans toutes les directions, des séparations. Aussi, j'ai beaucoup de motifs de consultation de je viens de libérer des forces, j'ai l'impression que j'ai plus d'utilité, Ouais. je dois me Mm. réadapter à la vie civile, j'ai perdu mon uniforme, j'ai perdu mon sentiment d'appartenance, j'ai beaucoup de détresse par rapport à ça, j'ai besoin d'en parler. Donc, ça, c'est un bon motif de consultation, là, quand même. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qui souvent les motive à rentrer dans ce monde-là, de s'enrôler auprès de l'armée là, en premier lieu? C'est c'est-tu C'est clair, ouais? Oui, ben c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de motifs pour entrer dans les forces. J'ai déjà entendu des militaires me dire, ben
Moi, de mon côté, j'avais besoin de sentir un peu cet esprit de famille-là, cette fraternité-là. L'armée, c'est un peu ça que ça offre, là. C'est une grande famille, Ouais. tout le monde se soutient, tout le monde travaille ensemble. Le cadre aussi, quand même. Il y a aussi la recherche d'adrénaline. Tu sais, si on parle de la réalité masculine dans les forces, on peut être parachutiste, on peut conduire des tanks, on peut faire un peu de tout. Mhm. Donc, il y a quand même ça qui peut être en ligne de compte. Il y a aussi des gens qui s'enrôlent dans les forces après plusieurs années en tant que civil pour faire des métiers spécifiques qu'on ne retrouve pas dans la réalité civile. Ouais. Fait que c'est un peu pour toutes sortes de raisons, mais principalement, ce que j'ai vu, c'est cette recherche-là de famille, le Ouais. cadre, les conditions aussi. Il y a quand même des bonnes conditions de travail J'imagine, oui. malgré tout. Fait que ça peut être beaucoup de choses, je pense. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a le côté, comme tu dis toujours, le physique puis le psychologique. Tu sais, le physique est quand même, facile des fois à cerner parce qu'on le voit, parce que c'est, tu sais, c'est évident, là, soit que, ben, il y a une blessure, qui est arrivée ou, quelque chose dans ce style. Mais au niveau psychologique, tu sais, comme c'est quoi les premiers signes de détresse qu'on retrouve souvent chez, ces personnes-là ou, tu sais, en tant que proche, qu'est-ce que les proches vont nommer qui relève, ou qui observent de leur conjoint, conjointe, père, peu importe, là. C'est sûr que les signes de détresse au masculin sont tellement différents que les signes de détresse au féminin. OK. C'est quand même déjà là, en partant, un homme en détresse va peut-être être plus près de la colère, plus à vif, plus colérique, il va peut-être plus Mmh. s'isoler. C'est sûr que c'est le genre de choses qu'on remarque. Donc, au lieu de nommer clairement une émotion, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe par des changements dans l'humeur, Mmh. dans la façon d'agir, avoir l'impression un petit peu que la personne a le presto proche, là, comme on Ouais. dit. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on peut remarquer. Il y a aussi problématiques de dépendance, d'alcool. OK. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut remarquer par en dessous. Une grande fatigue aussi, pas envie de sortir, plus envie d'aller dans des foules, d'aller à l'épicerie. Il y a quand même, il y a beaucoup, beaucoup ce phénomène-là de j'ai de la difficulté à sortir de chez moi parce que ça m'horrifie d'être dans la vie civile ou dans une grande foule. Je me sens étouffée, j'ai besoin de voir les sorties autour de moi, j'ai besoin de sentir que je suis en sécurité. Donc, il y a quand même plusieurs choses Ouais. qu'on peut voir, Mmh. là. On dirait que moi, de l'extérieur, tu sais, qui connais pas trop cet univers-là, tu sais, quand je pense à, genre, un militaire, je pense à, genre, un PTSD ou Mhm. un syndrome choc post-traumatique. Oui. Bref, j'ai juste le mot en anglais, là, mais tu sais, on dirait que dès que j'imagine un militaire, j'imagine ça aussi, ça Mhm. vient comme automatiquement avec. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez les militaires, justement, de vivre avec un PTSD ou c'est vraiment plus comme dans des cas spécifiques? C'est sûr que le choc post-traumatique, on dirait que tout le monde dans notre société pense que les militaires ont Ouais. tous des chocs post-traumatiques. Oui. Donc, c'est une excellente question. Je pense que ce qui est important de noter là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas tous des diagnostics. Dans le jargon militaire, on appelle ça une blessure de stress opérationnel qui est en OK. lien avec justement les fonctions militaires. Puis ça peut être de toutes sortes de façons. Puis la blessure de stress opérationnel, ça englobe plusieurs symptômes. Ça englobe la détresse psychologique qui est causée par les fonctions militaires. Donc, c'est sûr qu'au niveau du choc post-traumatique, oui, il y en a qui ont des diagnostics, mais on le sait très bien que ça peut prendre une dizaine d'années avant qu'on puisse déceler les signes du choc Mmh. post-traumatique en lien avec les fonctions militaires Oh, ou qu'on peut ouais. vraiment l'investiguer ou que la personne demande de l'aide. C'est assez rare qu'on fait un diagnostic après un an de service ou après 6 mois de retour de mission. Au contraire, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y en a, mais souvent, ça prend du temps avant qu'on puisse les accompagner, les évaluer, puis ils n'ont pas tous des chocs Mmh. post-traumatiques, là. Est-ce qu'il y a plus de missions qu'on pense? Tu sais, est-ce que les militaires sont souvent déployés à aller, à l'extérieur ou, quoi que ce soit? Il y a des montées en puissance qu'on appelle, qui est des périodes où les bases sont prêtes à être déployées ou à partir en exercice. C'est sûr que moi, j'ai été 6 ans vraiment très proche de ça là, avec les familles de militaires. Ouais. Donc, j'ai vu un peu de tout. Dans les dernières années, il y a eu des conflits quand même là, avec l'Ukraine, avec il y avait des déploiements en Lettonie, il y avait toutes sortes OK. d'endroits. OK. Ça s'est déroulé pas mal avant la pandémie, puis un petit peu après. Il y a aussi des cours, des exercices un peu partout dans le monde, ailleurs au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça dépend de la montée en puissance, ça dépend des besoins opérationnels, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, il y Mmh. a quand même des départs, puis les exercices, il y en a beaucoup. Puis selon l'unité
dans lequel le militaire travaille, OK. il y a des unités qui sont appelées à partir un petit peu plus des unités de première ligne, des métiers un petit peu plus rares ou spécifiques, là. Fait que ça dépend vraiment, Ouais. Puis les exercices, c'est-tu vraiment là, comme des mises en situation où est-ce que justement ils pratiquent un peu leurs exercices? Je sais pas si ça s'appelle comme ça, là. ben, des exercices, c'est un peu là de c'est sûr que je suis pas au courant spécifiquement de comment Ouais. ça se passe, mais je sais que principalement, ils sont entraînés à si jamais il y a un théâtre opérationnel ou des besoins, de justement, tu sais, faire ce qu'ils ont à faire selon leur corps de métier. Puis c'est tellement spécifique, puis ils ont tellement des métiers différents que c'est vraiment un entraînement en gang, ensemble. Souvent, c'est à peu près aux ans ou 2 ans, tout dépendamment OK, des quand même. unités qu'on voyait. Mais j'en ai vu beaucoup là, des départs. C'est juste que dans la communauté, en général, on n'entend pas parler de ces départs-là. Là. Ouais. Oui. Oui, non, c'est ça parce que j'avais pas c'est pour ça ma question de est-ce que ça arrive, tu sais, si régulièrement que ça? Bon, c'est ça qu'on se dit tantôt, c'est une communauté qui est très, très, cachée, Secrète, très ouais. privée, très tu Hmm, sais, on n'entend pas beaucoup parler, puis on dirait qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est dans les films, là, tu sais, la représentation militaire, ouais, tu sais, qui va à la guerre et avec, son arme, puis tu sais, c'est très américanisé, on dirait aussi, là. Fait qu'on dirait qu'au ouais. Canada, c'est comme si pas que ça existe pas, mais je veux dire, c'est Mais comme on dirait qu'on vraiment est un pays de paix et d'amour, que dans ouais, le fond, Mhm. mais c'est sûr que c'est pas c'est ça, là. ça. Ben c'est sûr que ce que tu dis là, c'est tellement vrai dans les films américains, dans la façon dont c'est représenté. L'armée, dans les films, c'est le choc post-traumatique, c'est la Oui, guerre, c'est la détresse, c'est le théâtre opérationnel vraiment intense. C'est Ouais. complètement différent. Puis c'est sûr qu'au Québec, en général, l'armée a moins une grande place dans notre société, dans le sens où les gens démontrent moins un peu le respect envers les militaires, les Mmh. familles de militaires. Ils ouais, sont moins placés sur un piédestal qu'aux États-Unis. Puis c'est ça, c'est vrai. quelque chose qu'on remarque. Là, les militaires, ils me le disent. Hey, Roxane, quand je vais en Ontario, au Tim Hortons, je me fais payer mon café, je me Ah fais dire merci ouais? pour mon service. Wow! À Québec, à Montréal, j'ai pas ça. Je vais aux États-Unis, je suis reconnue pour mon service par tout le monde. Donc, au Québec, on reconnaît moins nos militaires. C'est un peu ça qui est difficile aussi. Puis oui, c'est une communauté qui a une réalité tellement particulière. Comme je vous le Ouais, disais avant d'arriver ici, c'est une petite planète Mars avec des bonhommes verts. Là. Donc, ouais. c'est un peu une réalité particulière, mais c'est une belle communauté qui a énormément de besoins. C'est juste que c'est pas facile de Mmh. trouver une place à parler de ces choses-là. Puis on n'est pas beaucoup à en parler non plus, Ouais. effectivement. Fait que c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. As-tu des hypothèses du pourquoi qu'au Québec, ça serait comme moins, ben, ils seraient moins, remerciés ou Valoriser ou valorisés remercier, oui. justement? C'est une bonne question. On dirait que j'ai pas nécessairement OK. d'hypothèse, dans le sens où j'ai tellement entendu parler par les familles que j'ai accompagnées puis les militaires que ailleurs c'est différent. Je pense qu'au Québec, on voit pas nécessairement ça bien, un membre militaire ou OK. l'armée en général, de ce qu'on peut des fois observer. Puis en même temps, ben, c'est une communauté comme une autre. On a besoin d'eux. Il faut être reconnaissant de ce qu'ils nous offrent parce que par en dessous, dans l'ombre, ils nous offrent de la sécurité, Ben ils oui. travaillent pour nous, pour la paix. Puis c'est des gens extrêmement investis qui ont un désir profond d'aider leur Mmh. planète, leur pays. Donc ça, je trouve que c'est ce qu'on voit moins de l'armée, alors que c'est des gens tellement dévoués qui Mais ont le oui. cœur sur la main, là. On s'entend que, ben, encore une fois, je sais pas si c'est un mythe, là, mais tu sais, je pense que l'entraînement pour devenir militaire quand t'es une recrue, je pense que c'est assez difficile physiquement et mentalement, là, tu sais. Puis Ouais. je parle aussi un peu d'expérience parce qu'on reçoit des recrues ici, des fois, Mhm. au centre, tu sais, qui sortent de l'hôpital ou des choses comme ça, tu sais, qui ont soit des blessures physiques ou souvent Une des détresse, là, détresses ouais. psychologiques, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça peut être difficile, autant mentalement que physiquement, ce training-là pour devenir militaire, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui revient, toi, mettons, dans ta pratique? C'est sûr que Saint-Jean, où est-ce qu'ils sont formés, on en entend parler que c'est intense. Ouais. C'est Ouais. le premier jet au mode de vie militaire, à la structure, à comment ça fonctionne, avoir une chaîne de commandement, avoir des consignes, la Oui. hiérarchie, tout ça. C'est quand même un gros morceau. Il y en a qui se blessent aussi Oui. dans ce contexte-là, puis cette blessure-là traîne toute leur carrière ou a de l'impact sur leur début de carrière. Donc, c'est sûr que ça peut amener de la détresse, ça peut amener des inconforts. C'est beaucoup d'adaptation, beaucoup d'informations, puis c'est vraiment de se conformer à cette mode de vie militaire-là qu'on connaît pas nécessairement tant qu'on n'est pas rentré dedans. Mmh. Fait que Mmh. oui, on en entend parler, mais c'est plus les nouveaux militaires qui nous en parlent que, comme on dit, les vieux de la vieille qui sont là depuis une Ouais, vingtaine d'années, ils en parlent un peu moins, là. c'est OK. ça.
Est-ce que, les familles, qui vivent avec un membre qui fait partie de la communauté militaire ont, des inquiétudes par rapport à leurs proches? J'imagine que la réponse est oui, mais plus c'est lesquelles, dans le fond, qui reviennent souvent? Les inquiétudes, Ouais, ben, c'est sûr qu'en ce moment, dans les dernières années, ce que moi j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'on avait des déploiements, des missions, mais qui étaient pas nécessairement des missions, dangereuses ou de guerre, là. C'était plus des missions de paix, des missions d'entraînement, OK. que le Canada allait accompagner, aider à entraîner, des gens dans d'autres pays. Donc c'est sûr que les familles étaient plus rassurées en lien avec ça. C'est sûr que les inquiétudes, c'est un peu plus de avec l'armée, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas, les fesses assis dans l'avion, on ne sait pas quand est-ce qu'ils partent, puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent tout le temps. Mhm. Fait que c'est un peu ça qui peut être difficile. Je m'ennuie de mon proche, j'ai hâte de le voir. Ouais. Ils peuvent aussi partir à 24 heures d'avis. Ah, ben, finalement, la personne qui était supposée partir, part pas, fait que c'est toi, fait que tu as 24 heures pour faire tes Wow. valises, puis tu pars pendant 6 mois. Oh my God. Fait que ça, c'est les familles vivent un peu constamment avec, cette Mmh. adaptation-là, cet effet surprise-là, puis les militaires aussi. Fait que c'est sûr que si je me fais dire que je pars pendant 6 mois en déploiement, puis que j'ai, 4 enfants à la maison et ma conjointe qui va gérer la maison, les enfants, la Ouais. garderie, le quotidien tout seul, puis que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, ben c'est un peu à la conjointe de gérer tout ça, puis ça crée énormément, Comme tu disais tantôt, les chicanes, ben, pas les chicanes, mais les conflits au niveau des couples ou au niveau des difficultés que chacun peut vivre. Tu sais, autant que la personne qui se fait déployer, c'est super, intense pour cette personne-là, mais la personne qui reste à la maison aussi avec le reste de la famille vit les enjeux de son côté, là. ben, c'est beaucoup, beaucoup là, au niveau de la charge mentale, au niveau de l'adaptation. C'est Ouais, pas tous les employeurs non plus qui acceptent que les conjoints de militaires doivent partir plus tôt du travail ou ouais, arriver c'est plus vrai. tard pour la garderie. Ou si l'enfant est malade, habituellement, on est deux parents qui peuvent prendre des Ouais. maladies ou se déplacer, mais là, on a juste la conjointe. Donc, il faut avoir des emplois qui sont flexibles, compréhensifs. Mais Puis oui. souvent, dans les conjoints des militaires que moi j'ai vus, ben, j'avais des conjointes qui étaient infirmières, qui étaient dans le réseau de la santé. C'était pas Ouais. toujours facile d'avoir, accès à cette flexibilité-là. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de stress pour elle. Puis en même temps, ben, au niveau des conflits, ce qui est l'enjeu, c'est que la conjointe, pour pas déranger le militaire, pour s'assurer qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, dans son contexte, va souvent garder ça pour elle ou, Ouais. va, tenter le plus possible de s'adapter puis de tout faire seule. Puis à un moment donné, c'est, après, plusieurs semaines, plusieurs mois, à se rendre compte que: «Hey, je suis épuisée, je suis à bout de souffle, puis je me sens de moins en moins bien». C'est là Mmh. qu'il demande de l'aide, mais il demande pas facilement de l'aide non plus. Ouais. Fait que c'est les conflits, souvent, on les voit en revenant, dans le sens où il faut réapprendre à vivre ensemble, se refaire une Ouais. routine. C'est particulier. Ça fait 6 mois que tu plus là, là, tu arrives. Moi, je m'étais fait une routine. Là, toi, tu viens un peu défaire cette routine-là. Il faut qu'on se réapprivoise. Il Puis y a pour quand les enfants aussi, là, ça doit être un Mhm. gros, facteur de stress, de déstabilisé aussi, là. Tu sais, un enfant, ça a besoin de sa routine, besoin d'être prévisible, dit de l'avance et là, comme tu dis, tout d'un coup, ça peut être, changé à tout moment, là. Exact. C'est pas facile pour toute la famille, puis c'est pour ça Mmh. aussi où les ressources qui existent pour les familles de militaires un peu partout au Canada, dans les centres de ressources pour les familles militaires, accompagnent toute la famille. Il y a des groupes, on prépare les déploiements, les absences, on offre de l'accompagnement en ce sens-là, on offre Mmh. du répit aux conjointes, des services. Il y a des travailleurs sociaux un peu partout dans les OK. centres de ressources au Canada, ce qui fait en sorte qu'il y a un bon filet pour les familles, mais il faut se rendre aller le chercher, ce Ouais. filet-là, puis c'est parfois ça qui prend plus de temps. Ouais. Oui. Je pense que c'est méconnu. En tout cas, pour quelqu'un de l'extérieur, c'est méconnu ces Mmh. ressources-là, là. Moi, j'avais aucune idée que ce genre de ressources-là était accessible pour les familles, là. Ouais. Il y a énormément de ressources dans la communauté militaire et vétérane, puis c'est un peu ça qui est, comment je pourrais dire, qui est méconnu aussi, comme tu le nommes là, c'est que les centres de ressources pour les familles militaires sont partout au Canada, près de toutes les bases militaires, services qui sont bilingues, donc en français et en anglais, Mmh. pour s'adapter aussi aux conjointes qui arrivent de des provinces anglophones ou francophones. Il y a des haltes garderies pour aider quand il y a des Mmh. absences, des besoins d'urgence ou si on arrive à quelque part puis on n'a pas encore de garderie. Ouais. Il y a beaucoup de services qui existent. Il y a des lignes spécifiques à la communauté militaire, aussi d'écoute 24/7. Il y a énormément de services. Il y a OK. beaucoup d'entraide dans la Wow. communauté militaire. Il faut juste le savoir, Oui. À Et effectivement. Saint-Jean, ça, tu sais-tu ça serait lequel? Dans le fond, il y a le Centre de ressources pour les familles militaires de Saint-Jean qui a 2 points de service, un à Saint-Hubert puis un à Saint-Jean, qui offre OK. des services à la communauté
militaires du coin ici. Puis à Québec, c'est le Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier où je Mhm. travaillais. Puis eux, ils desservent tout l'est du Québec, donc de Trois-Rivières aux îles de la Madeleine. Fait que c'est un gros Ah territoire ouais. quand Wow, même. quand même, ouais, Fait c'est que c'est Ouais, ça. des ressources qui sont gratuites oui. et accessibles pour les militaires et leurs familles. Oui, puis les OK. vétérans aussi, Les donc les vétérans, anciens oui. combattants ont accès à ça. Il y a de l'orientation pour les conjointes, pour les anciens militaires qui veulent se réorienter. Il y a de l'action communautaire, des groupes de soutien, des groupes pour soutenir la parentalité, des haltes garderies, il y a vraiment de tout, Ouais. là. C'est très, très intéressant comme ressource. C'est pas beaucoup connu, mais Non. ça gagne à être connu, oui. Oui, totalement. Puis, t'as-tu, si t'es à l'aise d'en partager, là, mais tu sais, dans ta carrière, est-ce que t'as eu des situations ou comme des histoires que les gens t'ont partagées qui t'ont plus, mettons, qui t'ont plus touché ou bref, t'as-tu comme une anecdote un peu de ta pratique, tu sais, quelque chose tu sais, qui t'est resté en tête ou qui t'a marqué, là? Il y a beaucoup de belles histoires que j'ai entendues. Je pense que ce que je dirais à ça, c'est que toutes les personnes qui se sont assises devant moi dans leur vulnérabilité puis qui m'ont Mmh. dit: «Écoute, Roxane, c'est la première fois de ma vie que je consulte». Je pense juste à un vétéran que j'ai déjà accompagné, que ça faisait 10 ans qu'il vivait avec un choc post-traumatique non diagnostiqué, qui Mmh. avait beaucoup de détresse, puis il a demandé de l'aide après 10 ans. Wow. Puis quand je l'ai rencontré, ça m'a beaucoup touchée qu'il m'explique toute la détresse Ouais. qui vivait caché, qui était plus invisible. Puis finalement, ben, plusieurs services ont été mis en place. Il a été évalué en psychologie, il a reçu son diagnostic, il a eu l'aide adéquate, la médication, puis ça a vraiment changé sa vie. Mmh. Puis je vais toujours me souvenir du moment où il m'a appelé pour me dire: «Écoute, Roxane, tu as changé ma vie juste parce que tu m'as cru puis tu m'as aidé à avoir des Ah, services». c'est Ah! beau. Fait que ça, c'est vraiment pour moi la plus belle paix. Puis c'est ce que j'aime de travailler avec cette communauté-là. Ils sont tellement reconnaissants. Quand ils sont en détresse puis ils viennent te voir, non seulement ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin d'humanité, puis ils ont aussi besoin qu'on prenne le temps, qu'on les juge pas, puis qu'on les accompagne une étape à Ouais. la fois. Puis ils sont très, très collaborants, très ouverts, mais ils ont juste besoin d'être entendus puis d'être compris. Puis ça, ben, Ouais, un c'est peu comme chaque individu puis chaque humain, là, sont pas faits de Pas des façon robots? différente, c'est ça, c'est pas des robots, là, ça reste des êtres exact. humains, très Mais sensibles, là. c'est oui, vraiment. Fait que c'est sûr que ce qui me touche le plus, c'est vraiment quelqu'un qui fait le premier pas pour aller chercher de Mhm. l'aide, qui vient te rencontrer, qui est tout stressé, qui sait pas par où commencer, puis qui se fait le cadeau d'avoir Ouais. justement ce soutien-là, cet espace-là. Puis ça, c'est le plus beau cadeau pour moi de pouvoir accompagner ces gens-là dans ma Ouais. pratique, là. Tellement. J'ai souvent entendu parler que, ils se font souvent changer de ville. Tu sais, les familles, exemple, ils vont être installés à Saint-Jean, après ça, ils vont aller à Québec pendant 2 3 ans. Après ça, ils vont retourner je sais pas où. Fait qu'il y a beaucoup de changements. C'est quoi la raison qui explique, qu'ils peuvent autant déménager? Ben, en fait, les mutations, de province ou ailleurs au Canada, c'est principalement en lien avec les fonctions militaires. Puis ça dépend du corps de métier du militaire aussi. Il y en a OK. qui ont des corps de métier plus rares, qui sont amenés à bouger pas mal dans leur carrière. Il y en a d'autres qui vont passer 20 ans à Saint-Jean ou à OK. Valcartier, par exemple. Donc, c'est sûr que quand ils bougent, c'est qu'il y a des besoins opérationnels à d'autres bases. Aussi, s'ils changent de grade, bien, éventuellement, ils vont changer de OK. fonction, puis ils ont peut-être besoin de cette personne-là ailleurs. Donc, c'est sûr que la famille suit à ce moment-là. Mhm. Puis c'est sûr que moi, je travaillais sur une base militaire qui est plus axée sur l'infanterie. Donc, c'est sûr que les métiers de combat, donc il y en avait beaucoup OK. qui bougeaient là-dedans, aux 3 ans environ, tout dépendamment. Puis j'en ai vu qui n'avaient jamais bougé encore après une quinzaine d'années, là. Donc, ça dépend vraiment Ouais. du corps de métier, mais il y en a qui bougent beaucoup, Oui, effectivement. oui, ben, moi, je trouve que ça peut être quand même hyper déstabilisant, là. Je pense beaucoup aux enfants dans ça, là. Tu sais, tu fais des amis à l'école, Mhm. là, après 2 ans, il faut que tu changes de ville, changes d'amis, changes de tout. Fait que c'est super intense quand tu es un enfant ou un adolescent, puis c'est tout ce que tu veux, là, te faire des amis, avoir un sentiment d'appartenance. Fait que Vraiment, là, ben, c'est pas facile pour eux, puis aussi d'être dans une province francophone, puis là, d'arriver dans une c'est province vrai, anglophone. On est vraiment totalement. dans, OK, ben, ils doivent apprendre les 2 langues en même temps souvent. C'est pas toujours facile au niveau de Ouais, l'apprentissage. Effectivement, ils sont déracinés. Changent de maison, changent d'environnement, changent d'amis, moins proches de la famille. ouais, Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation pour ces enfants-là, puis c'est pas toujours facile. Puis c'est aussi pour ça que comme là, en ce moment, on est dans le mois des enfants Oui. de militaires et de vétérans, puis c'est tellement important de reconnaître toute leur résilience, leur adaptation. Ils n'ont pas choisi nécessairement ce mode de vie-là, non, mais ils s'adaptent un peu partout, peu importe où est-ce qu'ils s'en vont, mais il faut aussi les accompagner puis leur permettre de nommer leurs émotions puis de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont eux aussi besoin d'accompagnement. Là. ouais.
Puis si on y va plus au niveau du suicide en lien avec, cette communauté-là, est-ce que c'est quelque chose qui est stigmatisé dans le milieu? Entre eux, les militaires, est-ce qu'ils osent pas en parler parce que justement c'est un sujet délicat ou c'est un sujet qu'ils sont pas souvent à l'aise, de nommer? C'est, pas nécessairement stigmatisé dans les forces, dans le sens où ils font tellement de prévention à l'interne, OK. vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que les gens connaissent un peu Ouais, moins, mais non. ils vont faire, des conférences, ils vont faire des ateliers sur, la gestion de la colère, la gestion des émotions, le consentement, la santé mentale, ils vont parler des ressources. Le Centre de ressources pour les familles militaires fait toujours des conférences sur la base militaire dans les unités pour parler de leurs services aux familles. Il y a énormément de services, qui sont mis en place d'ateliers pour, prévenir la santé mentale. L'enjeu, c'est qu'il faut se rendre à aller les chercher, ces services-là. Ouais, Puis c'est souvent quand on est rendu, au bout du rouleau, malheureusement, qu'on les demande. ouais. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour prévenir le plus possible. Puis entre eux, ils sont au courant de la détresse. Ils se soutiennent énormément. S'ils voient un membre militaire dans leur unité qui va pas bien, ils vont essayer de le texter le soir: «Comment ça va? T'es-tu correct?» S'il y a besoin d'aide, ils vont Mmh. venir y rendre visite le soir. Les padres aussi sont des bons alliés Ouais. dans ces contextes-là. Donc, il y a énormément d'entraide, de fraternité dans les forces. Il y a aussi des sentinelles, au niveau de la prévention du OK. suicide dans les unités qui sont Ah formées pour ça, ouais? ouais. Fait que c'est des gens qui vont chercher une formation en tant qu'individu qui veut aider l'autre, puis là, sont formés pour pouvoir, trouver les signaux d'alerte ou d'outiller d'une bonne façon, là. Exact. C'est vraiment une formation militaire qui permet un peu de déceler la détresse, puis d'accompagner, puis d'aller référer vers les bonnes ressources. Donc, il y a des membres Mmh. dans les unités qui reçoivent ces formations-là, puis qui sont attitrés. Donc, les membres militaires le savent. Si ça va pas bien, si je suis en détresse, je parler à OK. cette personne-là, elle peut m'accompagner en toute humanité, si ça leur fait un petit peu plus peur. Ouais. Les padres aussi, bien entendu, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites par en dessous, puis ils sont très, très sensibles les uns aux autres. C'est plus pour la personne qui vit de la détresse de faire: «Je vais aller rencontrer un intervenant». Ouais. C'est peut-être là où ça vient un petit peu plus long, mais il va y avoir énormément un gros filet de sécurité qui se place avec, les membres Mmh. militaires qui travaillent ensemble, là. Est-ce que si jamais quelqu'un verbalise ses, idéations suicidaires, il y a des chances qu'elle puisse, se faire mettre dehors, qu'on lui retire ses armes de service, des choses comme ça, ou pas nécessairement? J'ai jamais vu ça. Au contraire, toutes les OK. demandes, d'aide sont prises au sérieux. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui vit de la détresse ou même, le soir, la fin de semaine, il y a des padres de garde, il y a des membres de OK. l'unité de garde qui peuvent être appelés. Il y a des lignes, spécifiques pour ça. Donc, jamais qu'ils vont, fermer la porte à quelqu'un qui vit de la détresse. Au contraire, ils vont lui offrir tout le soutien, qu'ils peuvent lui offrir. C'est juste que ça, c'est quelque chose qui est très tabou. Ils ont Mmh. peur. Ils se disent: «Si j'en parle, ben, je vais me faire mettre dehors des forces Ouais, ou on me prendra pas ouais. au sérieux», mais c'est tellement pas ça qui se passe. Au OK. contraire, ils veulent juste les aider, Oui, en fait. j'imagine. Ben, c'est rassurant, en fait, là, de voir qu'elles peuvent garder leur fonction parce que ça peut leur arriver, là, avec Mmh. toute la détresse qu'ils vivent, d'avoir des suicidaires. Je pense que ça peut être normal, là. Je pense que c'est important qu'ils en parlent. Puis, de ce que je comprends, de ce que tu nous livres comme message aujourd'hui, c'est que les ressources sont là, mais le pas est Mmh. peut-être un peu plus difficile à faire pour avoir quelqu'un de confiance à qui s'ouvrir, là. Exactement, puis c'est là où ils ont extrêmement peur pour leur carrière, Ouais. puis c'est là où ils demandent un petit peu moins facilement de l'aide. Puis c'est pour ça que la base militaire, dans les dernières années, essaie vraiment de sensibiliser aux Mmh. ressources, aux services, leur montrer qu'on veut vous aider, on veut vous accompagner, on veut être là. Puis c'est ça que j'ai vu le plus Ouais. aussi. Fait que c'est ça que je trouve beau, c'est à quel point qu'il y en a des services, il y en a du soutien. Ouais. Puis que ceux qui libèrent, des forces, pour, raisons médicales, pour une condition de santé psychologique, ben c'est aussi avant ça, il y a un long processus. Ils essaient de le réorienter sur la base militaire à faire Ouais. d'autres fonctions ou ils essaient de voir, comment ils peuvent l'accompagner, mais ils vont toujours leur offrir du soutien, là. Ils vont jamais les laisser tomber. Mmh. Puis après la libération, il y a aussi beaucoup de services, là. Ouais. J'imagine qu'avant de commencer ce processus-là, puis avant de quel enrôler quelqu'un dans l'armée, il y a des tests psychologiques qui vont se faire, là, pour s'assurer qu'il y a pas, des des symptômes graves de santé mentale ou de points, assez marquants, Dans là. le fond, c'est pas n'importe qui peut s'enrôler dans l'armée, j'imagine? Il y a C'est comme sûr une que certaine les critères d'enrôlement sont de plus en plus flexibles de ce que j'ai Ouais. entendu. Puis oui, effectivement, ils demandent, dossier médical, évaluation psychologique. Je sais pas du tout dans quelle optique, ils font ces évaluations-là, puis quel type de
de questions ils posent, mais Ouais. c'est sûr que ce que j'ai vu, moi, dans la communauté que j'accompagne, c'est des gens qui se sont enrôlés dans les forces, mais qui avaient souvent des histoires de famille avec de la violence ou des Ouais. Ouais. contextes de vie qui étaient plus difficiles, mais c'est pas le genre de choses qu'on parle dans une évaluation psychologique dans l'instant présent. C'est plus Ah, OK. plus tard que ça peut ressortir, Ouais. mais de base, c'est sûr que si on a des enjeux de santé physique et psychologique très prenantes, les forces vont regarder qu'est-ce qui est possible. Ben, il y a peut-être des possibilités comme militaire, comme non, mais c'est vraiment des critères que je connais moins, Mais je malheureusement. pense que tu as raison quand tu dis que les critères se sont, adoucis un peu là, Mhm. parce qu'on tu sais, nous, de ce qu'on touche de cette communauté-là, c'est beaucoup des recrues, puis, ça a l'air, tout un passage, je pense, là, pour se rendre dans l'armée. Fait que Mm. ce qui fait en sorte que, moindrement qu'il y ait des choses que ça fait remonter du passé ou quoi que ce soit, ça choque beaucoup. Fait que oui, une fois qu'ils sont bien outillés puis qu'ils veulent continuer aussi parce que c'est des moments, des fois, qu'ils veulent plus, là, ça vient tellement, Mm. toucher profondément Ouais. un enjeu qu'ils veulent plus, se retrouver dans cette position-là. Mais ceux qui veulent continuer, je pense qu'ils trouvent, un moyen là, de le réintégrer quand il va être prêt aussi, là, que ce soit sur un autre peloton qu'on appelle, là, un peloton, oui. Oui, c'est ça. Fait Ouais. que, exact. On a souvent aussi entendu des histoires d'intimidation, par contre, Mm. là, entre recrues. Fait que je pense qu'autant qu'ils peuvent être soudés, mais je pense autant qu'il y en a qui peuvent trouver ça difficile. Puis Difficile. ça, Mm. je trouve ça important qu'on le mentionne quand même, là, parce que oui, je Mhm. pense que c'est un monde très, très bienveillant un envers l'autre, mais ça peut être assez difficile quand que tu rentres, tes sentiments d'appartenance, ils arrivent pas comme ça, là, par magie. Là, je Mhm. pense que ça se forme, etc. Effectivement. Là, Ouais. ouais. Il y a déjà un militant qui m'avait partagé que il avait quitté son peloton, puis son peloton avait été déployé à quelque part, puis il avait pas pu suivre. Il avait été réaffilié à un autre peloton par après, puis c'était comme il y avait de la difficulté à retrouver son sentiment d'appartenance avec son nouveau peloton. Fait OK. que c'était comme, tu sais, d'arriver dans une gang, tu sais, qui connaissait Ouais. pas, puis il avait créé tellement des beaux liens avec ceux avec qui il était avant que ça avait été comme difficile de. Mhm. Ça fait en sorte que justement, il avait comme débarqué un petit peu de tout ça, là, puis Ouais. qu'il s'était retrouvé ici, en fait, là. Ouais, ben c'est sûr que les changements d'unité, de province, de base militaire, ça engendre aussi se réadapter à des nouvelles personnes. Parfois, tu vas croiser des gens que tu as déjà rencontrés, d'autres fois non. Oui. Puis l'intimidation dans les forces, effectivement, j'en entends parler aussi. OK. OK. Comme dans la Tout. réalité civile, il y a des milieux de travail qui sont plus adéquats, d'autres qui sont Ouais. un peu moins. On peut vivre toutes sortes de choses. Puis Ouais. effectivement, parfois des humains qui ensemble vont vivre des conflits où il va y avoir des tensions ou des inconforts. Puis effectivement, je pense que ça, c'est le genre de choses que, avec tous les services qui existent, c'est encore plus difficile pour eux d'en parler si, par Ouais. exemple, ils vivent de l'intimidation ou des inconforts avec un supérieur ou avec Mmh. la chaîne de commandement, par Ouais. exemple. Puis c'est là où, pour moi, les padrés sont un allié incroyable parce que ils peuvent vraiment être un peu pivot, faire le pont entre la chaîne de Mmh. commandement, le membre militaire, essayer de l'aider à faire des demandes, à C'est quoi nommer ses le inconforts. rôle, du padre exactement? Les padrés sont dans toutes les unités, en fait. Là. Donc, sur la base militaire, il y a une chapelle avec les padrés, puis il y en a un d'attitré à toutes les unités. Il y a aussi des OK. padrés dans les centres de ressources pour les familles militaires attitrés aux familles de OK. militaires. C'est principalement des gens qui ont des formations religieuses, puis qui sont aussi en accompagnement. Ils ont un rôle assez volatiles, ils peuvent faire de tout, accompagnement, ils peuvent marier les militaires, ils Ouais! peuvent, Oh, ouais, c'est donc bien cool. ils peuvent, accompagner, la famille, du militaire, ils peuvent accompagner quand il y a des conflits dans l'unité ou avec la chaîne de commandement ou s'il y a de la détresse, OK. ils font vraiment un peu de tout, puis ils réfèrent beaucoup aux ressources, donc c'est sûr que le padré, si jamais on vit de la détresse ou on vit des inconforts, d'aller lui parler, ben c'est un bon Mmh. allié pour mettre un filet de sécurité en place, et mobiliser des ressources. OK. Ah, c'est intéressant. Puis les militaires sont-ils au courant de ben, j'imagine que oui, là, mais Oui, oui. effectivement. C'est sûr qu'ils ont moins tendance, à appeler le padré rapidement, pour certaines unités. Pour d'autres, j'ai vu que, sans hésitation, on le contacte, mais c'est vraiment des alliés, incroyables. Puis quand j'étais principalement, sur la base, là, avec, des familles, de militaires, je travaillais beaucoup avec eux. OK. Puis, c'est super important la collaboration puis le partenariat dans le monde Ouais. militaire, là, c'est la clé pour, bien accompagner les gens, là. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un Ah, suicide sur T'avais une question? Non? Qu'est-ce qui arrive? Je vois des on signes. a-tu, Qu'est-ce qui arrive quand il y a un suicide, sur une base militaire ou, pas nécessairement sur la base, que ce soit à l'externe, là, avec un militaire quelconque?
C'est sûr que ça peut, être un peu, long et laborieux à Oui, expliquer pour moi, les grandes lignes, mais, je crois, là. c'est sûr que, s'il y a un suicide, qui arrive, ben, il y a des, unités spécifiques sur la base qui s'occupent de ça, donc des intervenants, des professionnels, qui vont, s'occuper d'accompagner la famille. L'armée va prendre en charge la situation, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, va intervenir, fait que c'est sûr que dans le processus, il y a vraiment des membres, civils et militaires sur la base qui s'occupent de gérer ça. Puis les centres de ressources pour les familles militaires aussi s'occupent, des endeuillés, des accompagnés, le plus possible. Ils vont référer aux Mhm. ressources comme les centres de prévention du suicide, près de la région, mais ils vont aussi accompagner, avec leur protocole, leur propre service. Donc il y a énormément de services en place directement avec l'armée et les ressources pour les familles aussi. OK. Est-ce que la police est impliquée dans ça ou vu que c'est comme l'armée, la police va pas venir intervenir? Est-ce que, tu sais, par exemple, quand il y a un suicide dans une maison X ici, ben, tu sais, la police va y aller, il va y avoir un coroner qui va faire une Mmh. investigation, il va y avoir une autopsie, tout ça. Est-ce que c'est la même chose un peu sur la base, mais avec les professionnels de la base ou la police aussi va être interpellée? C'est une bonne question parce que les territoires autour de la base, en fait, on a des MP, des military police, des Ouais. policiers militaires Ah, qui, OK. vont un peu, faire de la patrouille dans les secteurs Ouais. autour, les, PMQ qui sont les habitations militaires, les shacks sur la base. Quand que c'est à l'extérieur de ce périmètre-là, ben, tout dépendamment de la région, à ce moment-là, c'est soit la police de la ville ou la SQ qui s'en occupe. Ouais. OK. Donc, il va y avoir une collaboration entre la police militaire et les corps policiers civils là, dans ces contextes-là. Fait que c'est sûr que si ça arrive dans un shack ou un PMQ, ben là, à ce moment-là, ça va être la police militaire qui va arriver en Ouais. premier lieu. Puis tout dépendamment de la police du secteur, souvent c'est comme nous à Valcartier, c'est Shannon, c'est la SQ. Donc, il va y avoir une collaboration avec la Mhm. SQ. Là. OK. Est-ce que tu as des statistiques par rapport, justement au suicide chez les personnes, militaires? C'est sûr qu'au niveau des statistiques, qui sont un petit peu plus en avant-plan, là, il y a l'Institut Atlas pour les vétérans et leurs familles que moi j'aime bien suivre, là, qui font, des recherches très spécifiques et récentes sur le suicide, chez la communauté militaire et vétérane. Puis Mhm. c'est sûr que les militaires qui sont libérés, donc des anciens combattants, ont un taux de suicide, plus élevé OK. que la population générale, déjà OK. de base. Puis on est vraiment dans ce type de statistiques-là. Pour ce qui est de l'armée spécifiquement, au niveau des statistiques, on n'a pas nécessairement de données qui parlent nécessairement de ça. On en a avec toutes les statistiques au niveau du Canada, mais Oui. c'est moins bien documenté que chez les anciens combattants. Là. OK. Mhm. Et s'il y a un couple, qui sont les 2 militaires, puis une des 2 personnes décide de quitter, ses fonctions, est-ce que ça change au niveau du déploiement ou quoi que ce soit? C'était ça, hein, je l'ai bien, Ça ou si, mettons, si une personne doit être, admettons, qui est à Saint-Jean, doit aller à Valcartier, est-ce OK, que si le couple doit être séparé, ouais, si le couple finit par se OK. par Où sé est-ce qu'il se va se suivre séparer. étant donné que c'est un couple? Ouais, Ouais. c'est une très, très bonne question. En fait, là, pour ce qui est des couples mariés qui sont membres militaires, ils essaient le plus possible de les envoyer à la même base s'il y a une OK. mutation, OK. mais il faut qu'il y ait un mariage. L'armée a beaucoup des Mmh. valeurs traditionnelles de ce côté-là. Donc, si par exemple, Monsieur X et Madame Y sont mariés, puis qu'il y en a un qui est posté, l'autre va être posté au même endroit. OK. Pour ce qui est des conjoints de fait, là, ça, c'est autre chose, dans le sens où ça peut arriver qu'on ait un militaire qui va être posté à quelque part, là, qui va être envoyé, je sais pas, à Gagetown, puis que l'autre reste à Valcartier, même s'ils ont une famille. Donc, à ce moment-là, il va y avoir le phénomène de restriction imposée, qu'on appelle, qui est la conjointe reste sur un territoire avec les enfants, puis le membre militaire va aller vivre OK. sur l'autre base. Puis si les deux sont dans l'armée, ben ils essayent le plus possible de les envoyer aux mêmes endroits. C'est arrivé que non, mais en même temps, quand ils font la demande ou qu'ils poussent un petit peu plus haut, ils sont capables OK. d'avoir quelque chose. C'est plus pour les conjointes qui ont des racines, par exemple, dans un territoire, que toute leur famille est à Québec, puis que Ouais. finalement, le conjoint se fait envoyer à Ottawa, par exemple. Ben, il y en a qui choisissent de garder leur maison à Québec, de garder les enfants dans ce qui est connu pour eux. Ouais. Puis le militaire va partir à Ottawa, puis il va descendre la fin de semaine. Puis ça, c'est ce qu'on appelle une restriction imposée. OK. C'est quand même du cas par cas, Oui, pour certaines situations, là. vraiment, Ouais. l'armée, c'est très cas par cas, c'est très diversifié. Fait qu'il peut y avoir des Mhm. situations similaires, mais très différentes aussi. Puis je pense que tant qu'on le vit pas, on ne sait pas trop Non, comment je ça va pense se que passer, c'est ça, ouais. effectivement. Est-ce qu'il y a des mythes que tu entends souvent que tu aimerais déconstruire, aujourd'hui?
Mais les mythes que les hommes ne demandent pas d'aide, ça, je trouve ça très important de défaire ça parce que c'est pas vrai. Au OK. contraire, moi, j'en vois beaucoup, là, que ce soit des membres militaires ou des hommes qui consultent, qui demandent de l'aide de plus en plus. Fait que ça, je pense que c'est important qu'on reconnaisse que de plus en plus, ils viennent chercher de l'aide, ils en parlent. Puis c'est très, très important de souligner ce courage-là que ça leur prend Ouais. pour venir consulter. Tantôt, on a parlé de choc post-traumatique. C'est pas vrai que tous les militaires, tous les anciens combattants ont des chocs post-traumatiques. Ce qui fait en sorte que, un peu, moi, je me fais souvent dire, hey, Roxane, tu travailles avec la communauté militaire, tu dois tellement avoir des cas lourds, c'est intense comme Oui. travail. Puis moi, je me dis tout le temps, mais vous avez aucune idée clairement de comment ça se passe parce que pour moi, c'est pas lourd. Au contraire, c'est Ouais. des humains comme tout le monde qui ont une réalité, oui, particulière à eux, mais qui ont besoin d'aide comme tout le Ouais. monde. Donc, c'est pas nécessairement des cas lourds. Sinon, c'est sûr que moi, dans ce que je vois dans ma pratique aussi là, avec les anciens combattants, c'est à quel point que les douleurs chroniques et la santé mentale, c'est vraiment pas reconnu. Il y a énormément d'impact de nos douleurs Ouais. chroniques sur notre santé mentale, notre santé psychologique. Puis ces gens-là sont pas beaucoup compris dans la réalité civile, fait qu'ils ont besoin un peu d'être compris dans ce Ouais. contexte-là. Fait que vite, vite de même, c'est ce qui me viendra en tête. Puis il y a aussi le fait que les familles de militaires ont pas beaucoup de services, alors qu'il y a énormément de services qui sont disponibles, comme on parlait tout à l'heure pour eux. Il y a plein de choses qui existent. Puis c'est important aussi de prendre soin de la famille des militaires. Là, on parle tout le temps du militaire, de la détresse du militaire, mais la famille par en dessous, qui est la fondation de la maison, qui prend soin, qui est qui garde le fort pendant que le militaire n'est pas là, ben, elle a souvent besoin d'aide. Puis c'est ça Ouais. qui est important Oui. qu'on n'oublie pas. Là. Mais j'ai comme je sais pas si c'est un mythe en fait, là, je vais te poser la question, mais je m'avance sur ça. On entend souvent, quand il y a un des parents qui est militaire, c'est super strict à la maison et c'est vraiment le mode militaire qui s'installe dans le domicile avec justement les enfants. Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans ce genre-là ou pas nécessairement? Je l'ai entendu pas mal, Oui. celle-là. Effectivement, c'est un bon mythe. C'est sûr que je vais répondre un peu à ce que je disais tantôt. C'est du cas par cas, dans le sens où les militaires sont habitués à un cadre, à des consignes claires. Donc, oui, ça peut arriver qu'à la maison, le militaire reproduise un peu Ouais. ça, parce que pour lui, ça fait du sens, c'est sécurisant, Ouais. c'est clair aussi, parce que moi, souvent, ce que j'entends, c'est ben pourtant, je suis tellement claire dans mes consignes, Oui. dans comment est-ce que je veux que ça soit fait, puis ça se fait pas, puis je comprends pas pourquoi, alors que on essaie un peu de leur expliquer, bien écoute, dans la vie de famille, on n'est pas dans l'armée, on n'est pas dans le même genre de gestion, on a besoin d'accompagner les émotions, de mettre des mots, d'être patient, de pas trop être radical non plus. Ouais. Fait que oui, il y a des papas qu'on accompagne ou des mères à moins être rigides, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on le voit souvent. Puis ils sont très, très conscients, puis très Oui. ouverts à le travailler. Puis c'est ça que je trouve beau aussi, c'est que les parents militaires, que ce soit le membre militaire homme ou la mère, sont très, très ouverts à s'adapter puis à aller chercher tout le soutien possible pour bien accompagner leurs enfants. Là. Puis en terminant, y avait-tu comme en venant ici, y avait-tu comme un message que tu voulais comme transmettre aux gens qui vont écouter? T'as un message spécifique, quelque chose que tu voulais renvoyer, que tu trouvais important à nommer en venant ici? Hey, c'est une très bonne question. J'ai pas pensé. Me laissez-vous prendre une petite gorgée d'eau? Ben Ben oui, tout oui. simplement. Ouais. Y Réfléchir à penser ça. en même temps. Oui. Ouais. Hmm, Une bonne question. En fait, message que j'ai envie de passer, je pense que j'ai envie de passer comme message que ben, pour tous ceux qui vivent la détresse en silence ou qui ont l'impression qu'on les comprendra pas, il y a des ressources qui existent. Puis c'est important d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler, d'aller chercher du soutien vers les bonnes personnes aussi. Puis c'est un peu ce que je trouve Oui. intéressant dans un contexte de on a tellement de services, tellement d'intervenants disponibles, de se permettre de choisir son intervenant si on peut le faire, puis de Oui. aussi s'assurer de se sentir en sécurité puis en confiance dans ce processus-là. Puis il y a tellement de bons intervenants sur le terrain qui sont disponibles. Donc, j'invite toute personne qui écoute ça, qui est interpellée, qui vit de la détresse, qui trouve pas ça facile, de Oui. ne pas rester dans l'ombre, d'aller en parler puis d'aller chercher ce soutien-là. Puis moi, ben, je trouve que j'ai le plus beau métier du monde d'accompagner cette communauté-là Oui. depuis maintenant 8 ans. Puis je trouve ça important qu'on parle d'eux, qu'on parle de leurs besoins, qu'on fasse un peu rayonner cette belle communauté-là qui, malgré les enjeux, a énormément de belles forces. Puis qu'on reconnaisse leur service. Donc, à tous les militaires, les vétérans qui écoutent, merci pour votre service. Merci pour ce que vous faites pour nous. Puis c'est important qu'on les reconnaisse aussi. 100%. Ça se voit que t'es passionné aussi Oui. par ce que tu fais, là. C'est fou. Ouais, mais je pense que Merci. c'est tout à
ton honneur aussi, tu m'expliquais tantôt qu'il n'y a pas nécessairement de formation que tu peux suivre spécifique sur cette réalité-là, ce Exact. qui t'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de curiosité, de vouloir aussi, là, parce Mhm. que c'était pas le chemin le plus facile, mais en même temps, comme Amy a dit, ça paraît que tu es super intéressée puis que ça te passionne. Là. Vraiment. Ben, Mhm. merci pour ce beau commentaire parce que c'est un peu. Mes clients me le disent aussi. Ouais, Roxane, t'aimes ce que tu fais, j'aime ce que je fais à tous les jours. Ah, ça. ouais, Je trouve ça super important de pouvoir faire rayonner le travail social aussi à travers les ouais. services parce que on a une profession qui est beaucoup dans les approches systémiques, qui est très volatile, qui est très généraliste, mais qui peut offrir un bon soutien, une belle trame de fond, un beau filet de Ouais. sécurité. Puis effectivement, l'expérience terrain fait toute la différence. Moi, c'est vraiment mon expérience terrain qui m'a permis d'être la travailleuse sociale que je suis aujourd'hui. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, Mhm. ont fait de moi la travailleuse sociale que je suis aujourd'hui. Fait que je suis reconnaissante envers tous les milieux de travail dans lesquels j'ai Ouais. travaillé, toutes les personnes que j'ai rencontrées puis qui m'ont fait confiance puis qui m'ont permis Mhm. de pouvoir aussi redonner au suivant parce que chaque histoire me permet aussi d'accompagner d'autres personnes qui ont un vécu similaire aussi. Fait que Oui. oui, j'aime vraiment ce que je fais puis je suis contente de le faire aussi. Puis j'ai une petite dernière question avec, exemple, toute l'expérience que tu as acquise à travers justement la clientèle et tout ça. Est-ce qu'il y a une recommandation que tu lances dans l'univers, là, sachant que tu sais, c'est un méchant gros système, là, tout ça, mais est-ce qu'il y a une recommandation que justement tu souhaites pour le futur, des choses qui s'améliorent pour assurer, améliorer de plus en plus la prévention puis le bien-être des militaires et des anciens combattants? C'est une très bonne question. Je dirais que dans ce que moi j'observe dans les dernières années, il y a de plus en plus d'instituts de recherche pour les vétérans, pour les militaires, de plus en plus de gens qui se mobilisent, des livres, des conférences, des choses qui se Ouais. passent. Je pense que ce que je lancerais dans l'univers, c'est les milieux universitaires, les cégeps aussi, être un petit peu mieux outillés à un peu parler de cette communauté-là, parler des militaires, des familles de militaires, parler de la détresse au masculin aussi, parce que moi, j'ai pas du tout appris ça dans mon parcours universitaire. Puis je le sais qu'il y a des bons programmes universitaires de cégep qui offrent des cours sur la santé mentale au masculin, mais je trouve que c'est une lacune. Fait que moi, je lance ça dans l'univers. Un jour, je rêverais de pouvoir enseigner ça à des gens, peut-être Mhm. dans une couple d'années. Ben oui. Mais ça serait mon petit rêve de TS, qu'on Ouais. puisse être mieux formé, puis mieux formé sur le suicide aussi, parce que ça, c'est quelque chose dans mon parcours universitaire que j'ai pas beaucoup vu. On parle de la grille d'estimation de la dangerosité suicidaire avec une formation qui est très spécifique. Je connais tellement d'intervenants qui n'ont pas cette formation-là. Les risques homicidaires aussi, Ouais. gestion de la colère, déceler les signes de la détresse au masculin versus au féminin qui peuvent être complètement différents. Fait que ça serait mon souhait qu'on puisse mieux outiller nos futurs intervenants puis nos étudiants en psycho, en travail Mhm. social, en psychoéducation, peu importe le domaine, pour qu'ils Ouais. puissent bien accompagner sur le terrain. Tout à fait. Je pense qu'on partage le même souhait. 100%. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter avant qu'on conclue ou ça faisait pas mal le tour? Ça fait pas mal le À tour. toi? Merci vraiment de m'avoir Merci à invité de toi. Québec à votre podcast. C'était Ben oui, vraiment t'es super formidable cool. d'avoir fait la Merci d'être route. venu, Là. ouais. Ouais, ouais, vraiment. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis ça a été super agréable de vous rencontrer aussi. Oui. Oui. On aime toujours terminer avec des petites cartes. Question de remettre un petit peu, là, refaire tomber la poussière. Là. Ça peut être Oui. des sujets qui ébranlent, qui touchent beaucoup. Fait qu'on aime ça, donner une petite note de douceur à la fin. Fait que c'est très simple. On va brasser les cartes, il va y avoir une question, puis on va tous y répondre dans un ordre. Quel- C'est parfait. Et moi, je C'est- prends une petite pause. Oui, Oh, Ben oui, ben oui. oui. je commence à avoir la bouche sèche. C'est très léger comme question. Là. C'est des Mhm. petites questions vraiment. J'aime ça. C'est un peu Ouais. comme Ouvre ton jeu podcast. Ah, je connais pas. C'est avec Marc-Claude Barrette. OK. Puis elle a un oui, jeu oui. de questions, dans le fond. Puis Ah, elle pose ces questions-là à ses invités. Moi, j'adore ça, écouter ce genre de podcast-là. ouais. Ah, ça, c'est bon. Et ben, je vais poser la question, mais on va tout y répondre personnellement. Là. C'est quoi la première chose que tu as remarqué de nous, individuellement comme personne? Voilà. Oh! Hey, Ouais. c'est bon. Our first impression. Ben, soit un trait physique ou oui, une première impression. Ou, Et je pense que ce que j'ai remarqué en premier, c'est le contact visuel, un OK. peu là, la connexion, de faire sentir à l'autre qu'on est à l'écoute. De quand je suis arrivée
moi, c'est quelque chose de super important pour moi, puis je l'ai remarqué. Oui. Puis aussi, je trouve que vous êtes super bien habillés. Ben, J'étais vraiment, merci. mon Dieu, ils se sont mis sur leur 36 pour moi aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est une bonne première question. Oui. Puis on va répondre à l'inverse pour toi. Et tu voulais y aller en premier? Mais je vais parler de quand on t'a vu quand tu présentais au colloque de la QPS. Je te trouvais vraiment dynamique quand tu parlais. Vraiment, je trouvais que tu avais une bonne présence en tant que genre, interlocuteur. Ah, Mhm. merci. C'était le fun à écouter. Tu sais, des fois, il y a des gens qui l'ont pas. Là, quand ils parlent en public, là, des fois, ça, tu as le goût de t'endormir et t'accroches pas. Mais non, nous, en tout cas, moi, j'avais vraiment accroché à ce que tu disais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Tu as vraiment une belle présence quand tu parles en public. Ouais, merci, c'est gentil. Ben moi, ça va être tout simple, là, mais tes beaux yeux bleus. Là. T'as des Ah, yeux vraiment pétants, là. Fait que moi, merci. c'est très simple. Mais Mon tu Dieu, je dois- passerai plus dans la porte en sortant d'ici. Mais oui, tu dois sûrement te le faire dire souvent quand même, là, que t'as des beaux yeux. Là. T'sais, les yeux bleus, c'est quand même quelque chose qui marque. J'ai déjà eu Ouais. ce commentaire-là, Ouais. effectivement, mais c'est sûr que dans ma pratique, en général, c'est plus rare qu'on fait des commentaires, mais j'ai beaucoup de clients qui me font des commentaires sur mon habillement. Ça, Que tu t'habilles bien. oui, j'ai une cliente d'ailleurs que je la salue, une conjointe de militaire qui m'avait dit de porter un chandail vert aujourd'hui, que j'ai pas porté, mais j'ai pensé à elle quand même ce matin. Oui, j'ai un Pourquoi? chandail vert que je porte au travail, que à chaque fois que je le porte, tous mes clients me disent Mon Dieu, Roxane, ça te va bien, ce Ah chandail-là. Fait que c'est un petit clin d'œil à ma cliente que j'aime Oui, beaucoup qui certainement. m'avait conseillé de mettre ce chandail-là Oui. ce matin. Fait que c'est sûr qu'on va mettre à la fin là, les ressources que tu as mentionnées. Là. Je trouve que c'est important. Là. Fait que si les gens veulent se fier à ça à la Ouais. fin de l'épisode, ça va être présent. Puis on remercie là, tout le monde d'avoir visionné l'épisode en espérant que ça l'a vraiment aidé parce que je crois que ça l'a oui, ça ouais. a sa place là, sincèrement, si ça peut juste donner un petit coup de pouce à quelqu'un. Fait qu'on va se revoir bientôt pour un nouvel épisode.